à tous, bienvenue dans Rencontre. Imaginons un jour dans le futur, vous n'aurez plus besoin de votre propre voiture pour aller au travail. Vous allez dans une station de service libre près de votre quartier et vous allez emprunter une voiture de partage. Plus de crise de nerfs pour réussir à se garer en centre-ville. L'autopartage va-t-il devenir bientôt une réalité? Et comment l'économie de partage va-t-elle façonner notre économie dans le futur? Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos esprits et découvrir les plus récentes technologies dans ce domaine. Pour Yang Rongdang, un commercial qui vit dans le hub technologique de Shenzhen, dans le sud de la Chine, emprunter le bus, le métro ou encore faire appel à un taxi, tout cela est de l'histoire ancienne. Pour se rendre chaque jour à son travail, il compte désormais sur l'autopartage. D'abord, les transports publics ne me conduisent pas à l'endroit exact de mon lieu de travail. Ensuite, le métro est trop souvent bondé. Et utiliser l'autopartage me revient moitié moins cher que si je prenais un taxi. Alors que le concept de mobilité partagée gagne du terrain en Chine, une kyrielle de sociétés se sont lancées sur ce nouveau marché avec des services comme la commande de véhicules ou l'autopartage. Si le marché de l'autopartage demeure encore limité en Chine, comparé aux services de type Uber, cette tendance pourrait-elle toutefois s'inverser dans un avenir proche? D'après les prévisions de la société de consultants Roland Berger, la flotte des véhicules d'autopartage devrait connaître une croissance annuelle de 45% jusqu'en 2025. Concernant la demande, une enquête récente d'Alix Partners révèle que 19% des consommateurs s'attendent à commander plus de courses quand seulement 3% envisagent de recourir plus souvent à l'autopartage. On compte actuellement plus de 40 opérateurs d'autopartage en Chine, principalement dans les villes de premier et de deuxième rang, et plus de 90% de ces opérateurs sont des acteurs locaux. L'avenir du transport indique une parfaite maîtrise des applications et du service clientèle. Or, les utilisateurs de services d'autopartage se plaignent encore couramment de la lenteur des applications qui mettent trop de temps à localiser une voiture et sont susceptibles de donner des indications erronées. Malgré ces défis, ce marché de niche profite du soutien appuyé du gouvernement. En juin 2017, la Commission nationale du développement et de la réforme a publié une directive pour le développement et la promotion de l'économie partagée qui devrait représenter 10% du PIB du pays d'ici 2020. Selon cette directive officielle, la Chine va soutenir le secteur national du covoiturage et réglementer son développement. La directive considère que l'autopartage permet de limiter la demande pour les voitures personnelles et de réduire les espaces de stationnement. La directive recommande également aux sociétés d'autopartage d'effectuer des contrôles d'identité, de protéger la vie privée des utilisateurs et de garantir la sécurité des voitures. Bonjour Monsieur Marion, bienvenue sur notre plateau. Alors, quand on parle de l'autopartage, de quoi parle-t-on exactement? Bonjour. Pour moi, l'autopartage, c'est l'ensemble des nouveaux usages de la voiture. Toutes les nouvelles technologies qui sont mises en place aujourd'hui, qui permettent de faire en sorte que la voiture dépasse le modèle classique d'un modèle de propriété dans lequel vous conduisez votre propre voiture avec votre famille ou tout seul pour aller au travail. Il y a de nombreuses formes d'autopartage. Il y a des autopartages par lesquels, par exemple, des particuliers publient les trajets qu'ils ont l'intention de faire et proposent à d'autres, à travers des plateformes, de partager ce trajet avec eux pour un moment d'échange et aussi pour partager les coûts. Première forme d'autopartage. Autre forme d'autopartage, lorsque des professionnels mettent à disposition différentes flottes de voitures, souvent électriques, à usage de chacun. Mais on peut aussi développer de plus en plus de formes d'autopartage, par exemple par lesquelles vous pourriez prêter ou louer votre voiture à d'autres particuliers, parce que les technologies se développent aujourd'hui permettant de le faire. Donc je donne un exemple, la technologie Moving Blue, développée par Valeo et Capgemini, a transformé la clé de voiture en clé virtuelle, ce qui permet d'ouvrir et de démarrer un véhicule avec un téléphone portable
Mais cette clé virtuelle, la grande force est de pouvoir la partager à travers une plateforme, à travers le réseau, de manière à ce que vous puissiez prêter ou louer votre voiture particulière à n'importe qui sur la plateforme. Donc on peut dire que je vais vous envoyer la clé comme ça. Exactement. Je vous envoie la clé, ma voiture est à tel endroit et contre rémunération ou pas, si c'est un ami, vous pouvez l'utiliser pendant quelques heures ou quelques jours. Et est-ce que vous avez déjà essayé l'autopartage sous différentes formes? Oui, j'ai essayé sous différentes formes, à la fois en France et en Chine. Essayé des services comme Autolib, par exemple, à Paris, d'autopartage, ou Didi en Chine. Mais comment se passe l'expérience de un automobile partagé, des petites voitures électriques qu'on voit déjà un peu dans la rue à Pékin? Oui, l'expérience est très fluide. C'est très facile de récupérer une voiture, de la prendre en main. Tout est digital. Mais on voit aussi qu'en tant qu'usager, client de ce type de plateforme, nos attentes sont complètement différentes de ce qu'on est en tant qu'automobiliste. Lorsqu'on prend ce type de voiture, on n'est pas tant intéressé que ça par le type de moteur, la réactivité de la voiture. En revanche, on est beaucoup plus sensible à la qualité, au confort de l'habitacle. Lorsque ces voitures sont partagées, on a vite une odeur de renfermé à l'intérieur de ces voitures, parce que beaucoup de gens les utilisent. Et donc, toutes les technologies qui consistent à améliorer le confort de l'habitacle sont d'autant plus importantes dans ce genre de voiture, et je pense qu'elles s'amèneront à se développer. Mais il y a une question qui me hante comme usager éventuel, c'est que comment on peut s'assurer la sécurité? Par exemple, maintenant, en Chine, il y a beaucoup de bicyclettes partagées, mais les bicyclettes, c'est très simple, on a un frein, on va essayer avant de partir. Mais pour les voitures, si on roule déjà à une vitesse assez haute, si on découvre qu'il y a un problème, mais comment s'assurer la sécurité avant de se démarrer? C'est une vraie question à laquelle les plateformes ont à répondre. Alors déjà, en tant qu'utilisateur de ces services, moi, on m'avait demandé mon permis. On avait pris une photocopie de mon permis de conduire, un scan pour vérifier déjà que j'avais l'autorisation. Après, des technologies existent qui permettraient de bloquer le démarrage, par exemple, en cas de conducteur ayant pris de l'alcool. Mais je dois constater qu'aujourd'hui, ces technologies-là ne sont pas encore déployées, à ma connaissance, en tout cas dans les systèmes d'autopartage que j'ai utilisés, mais elles existent. On voit bien que c'est un monde qui est en très forte évolution, où beaucoup de choses se passent, les choses se passent très très vite, et donc toutes les dimensions ne sont pas forcément prises en compte tellement ça se passe vite. Donc, mais clairement, cette dimension sécurité, à mon sens, va devoir se renforcer dans les prochains mois ou années. Mais comme vous, votre entreprise, c'est surtout pour équipementier d'automobile. Alors, du côté de la voiture, comment on va s'assurer la sécurité? Est-ce qu'il y a des problèmes dans les engins ou quelque chose, comment on peut le savoir avant de partir? Alors les voitures qui sont mises à disposition, en tout cas par des professionnels, sont des voitures extrêmement sûres et souvent d'ailleurs extrêmement simples. C'est-à-dire que les voitures qui sont mises à disposition sont des voitures avec des technologies évoluer mais simple dans leur concept. Après, c'est sûr que si c'est un particulier qui prête sa voiture à un autre particulier, là on est dans une transaction entre deux particuliers et c'est difficile de contrôler dans le détail ce qui se passe. Oui, c'est-à-dire que les voitures de partage, par exemple, si c'est une voiture en commun qu'on partage tous, comme vous l'avez dit, c'est une voiture plus simple. Est-ce que cela veut dire que ça ne roule pas trop vite, donc ça ne peut pas, par exemple, aller sur les routes express? Alors aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de ces services d'autopartage urbain. Mais ça, c'est le cas d'aujourd'hui. Après, si on réfléchit si on se projette à quelques années de là, le véhicule d'autopartage idéal, c'est un véhicule qui est électrique, mais qui est évidemment connecté, pour être connecté au réseau, mais qui est aussi autonome. Parce que le vrai vecteur de développement de l'autopartage, on en est convaincu, c'est le véhicule sans chauffeur.
Et là, vous réglez toutes les questions de sécurité, vous réglez, toute la dimension entre guillemets individuelle de l'usage de la voiture. On a dès aujourd'hui les premières expériences de robotaxi. Une société par exemple qui s'appelle Navia, dans laquelle Valeo a pris des participations, a lancé des navettes totalement autonomes sur des routes données dans différentes villes dans le monde. Ce sont des véhicules sans chauffeur, équipés de nombreux capteurs autour de la voiture pour permettre à la voiture de vraiment comprendre quel est son environnement et de pouvoir se déplacer et prendre les bonnes décisions. Et ainsi, donc on parle d'un robot taxi, d'une navette qui emmène les personnes d'un point A à un point B. Ce sont des premières expériences, mais je suis convaincu que l'autopartage ultime, c'est cette voiture, et Valeo est très impliqué dans les technologies qui permettront l'arrivée de ce type de véhicules dans les prochaines années. Mais où en est-on aujourd'hui exactement sur le marché de l'autopartage? Où en est-on en face de technologie actuellement? Alors sur ces technologies de voitures autonomes, donc on a aujourd'hui les premières expériences de robotaxi. Donc ce qu'on appelle robotaxi, c'est-à-dire essentiellement un taxi sans chauffeur mis à disposition de particuliers. Et évidemment avec une électronique, une quantité d'électronique très importante à l'intérieur, des capteurs très avancés. Certains capteurs sont des capteurs laser, des scanners laser, des caméras, des radars, des capteurs ultrasons. Donc ces robotaxis, ces premières navettes, sont sur la route aujourd'hui, dans quelques expériences, aujourd'hui encore contrôlées. Okay. Donc je dirais l'arrivée de ce type de robotaxi avec des véhicules très sophistiqués, est imminente. Après, la voiture que vous et moi pourrions porter et lancer en mode automatique en disant tiens je vais me reposer un peu, je branche le pilote automatique, ça prendra encore 5 à 10 ans à arriver. Ok. Donc du coup le robotaxi a des tâches plus simples qu'une voiture autonome. Il a à la fois des tâches plus simples dans la mesure où en général il connaît déjà sa route. Il a déjà vu la route auparavant. Ça, c'est la simplicité. Et l'autre chose, c'est qu'il a une quantité de capteurs qui font que ce serait difficile de le mettre sur un véhicule pour particulier, au moins dans les conditions actuelles, on va dire, de prix, enfin de prix auquel on s'attend à acheter un véhicule. Mais c'est vrai, quand vous mentionnez le prix, quel sera le prix de robotaxi? Est-ce que ça sera beaucoup plus bas qu'un taxi normal? À terme, c'est possible. À terme, c'est sans doute le cas parce que même pour un coût élevé, le véhicule fonctionnant 24 heures sur 24, on amortit assez rapidement le coût du véhicule sur les trajets eux-mêmes. Donc à terme, beaucoup de personnes anticipent que l'arrivée de ces robotaxis va permettre de faire encore baisser le coût des mobilités, donc faire baisser le coût de ces voitures partagées et donc encore augmenter leur usage. Alors, je sais que vous êtes en Chine depuis plus d'1 an déjà. Alors, vous utilisez aussi les services d'autopartage en Chine. Donc, quelle est votre observation des particularités du marché chinois? Moi, ce qui me frappe depuis que je suis en Chine, c'est la facilité avec laquelle les Chinois ont adopté les nouvelles technologies. Je fais un petit détour par les moyens de paiement. L'usage de WeChat ou d'Alipay est totalement répandu dans toutes les circonstances. J'ai même lu qu'il y avait 40 000 milliards d'euros de transactions au premier trimestre sur ces systèmes de paiement. C'est bien plus que dans le reste du monde. Donc on voit qu'il y a en Chine une très très grande capacité à adopter de nouvelles technologies. Il y a aussi une approche assez libre de la mobilité. Quand on voit, c'est en Chine que s'est développé le plus rapidement, à mon sens, les vélos en partage. Et à une vitesse très très importante, avec des grands acteurs qui sont devenus mondiaux comme Mobike ou Ofo. Ça, c'est vraiment autour de l'usage des technologies par les Chinois et de l'avidité pour les technologies. Après, c'est aussi un marché dans lequel il y a un très grand soutien du gouvernement, parce que le gouvernement y voit un moyen de régler certains problèmes génériques, comme la pollution, l'impact sur l'environnement des véhicules,
le trafic dans les villes. Et c'est aussi un moyen de développer des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle par exemple, s'agissant des robots taxis. La fabrication d'un véhicule autonome, c'est le Graal de l'intelligence artificielle. Comme vous avez parlé de l'ultime objectif de cette voiture autonome, c'est très lié à l'intelligence artificielle et d'autres technologies. Alors, pouvez-vous nous expliquer davantage quels sont les secteurs qui vont être développés avec le développement de voitures autonomes? Parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés, donc quelles sont les perspectives? Il y a beaucoup de secteurs, vous avez raison, qui sont impactés par l'avènement du véhicule autonome, pas uniquement les services de mobilité. Tout ce qui est logistique, donc livraison urbaine ou livraison interurbaine, est très intéressé par les véhicules autonomes. Mais aussi les véhicules autonomes posent beaucoup de questions pour les assureurs, par exemple. On est obligé de faire évoluer le modèle d'assurance par lequel le conducteur de son véhicule était responsable de ce qu'il faisait avec le véhicule. Dans le cadre d'un véhicule autonome en autopartage, la question de responsabilité est beaucoup moins claire. Pour autant, c'est une grande opportunité pour les assureurs parce que tous, et comme nous, sommes convaincus que le véhicule autonome est plus sûr qu'un véhicule conduit par un particulier. Donc il y a un intérêt pour la société, il y a un intérêt aussi même pour les coûts de l'assurance parce qu'il devrait y avoir moins d'accidents. En revanche, le modèle est lui-même perturbé par l'avènement des systèmes de véhicules autonomes. Mais d'où vient cette confiance qu'un chauffeur, qu'un robot taxi est plus performant qu'un chauffeur normal? Parce que je ne sais pas, mais sur le trajet, si un passager veut modifier un peu le trajet et tout, comment ça peut se passer? On a donc Valeo nous une grande confiance dans la technologie, une grande confiance dans la capacité de ces capteurs. On a depuis 2007 par exemple introduit le premier système de parking automatique dans lequel vous lâchez le volant et la voiture s'occupe alors dans un premier temps de tourner le volant et maintenant aujourd'hui complètement de gérer le parking en lui-même. Vous dites allez-y. Allez-y, la voiture se gare. Tranquille. On a donc aujourd'hui, je crois, 5 millions de systèmes dans le monde et on ne nous a pas fait part, on n'a pas connaissance d'accidents liés à ces systèmes. Donc on a vu, dans ce cas particulier en tout cas, on avait vu des systèmes qui étaient particulièrement sûrs. Après, quand on regarde aussi la statistique des accidents, quand on voit l'impact de l'alcool, l'impact de la somnolence, au volant, de l'imprudence, la vitesse que vous mentionnez tout à l'heure, tout ça sont des choses que les machines, émotionnelles et que les machines ne font pas. Donc on est convaincu qu'à terme, mais ça prendra quand même un peu de temps, on arrivera à un système qui sera plus sûr que la conduite aujourd'hui, voire peut-être on peut imaginer dans 30 ou 40 ans qu'il deviendra interdit dans certaines zones de conduire sa propre voiture et qu'on ne pourra utiliser que des véhicules autonomes. Ok. Peut-être. Ça, c'est une imagination assez intéressante. Voilà. Mais sur ce sujet-là, en fait, on sait que Valeo a soutenu le concours de talent organisé par la Chambre de commerce français en Chine, qui a justement pour thème de dire l'autopartage, menace ou opportunité. Alors, est-ce qu'à terme, par exemple, on est interdit de conduire notre propre voiture dans une certaine zone, mais ça nous va, mais pour les chauffeurs, est-ce qu'on verra vraiment des chômages en masse pour ce groupe de personnes? Donc, est-ce que l'autopartage est vraiment une menace ou une opportunité? On est en face d'un phénomène assez classique de nouvelles technologies qui vient complètement chambouler un marché existant. Moi, la conviction que j'ai, c'est que l'autopartage dans les 20-30 prochaines années va être un additif. Il va venir s'ajouter à un modèle de possession de sa voiture qui va continuer à coexister. Donc ça va être un plus.
Pour moi, l'autopartage est un plus. Et l'arrivée des véhicules autonomes, des robotaxis, etc., au début, de toute façon, sera également un plus. On aura un gâteau plus grand à partager parce que de plus en plus de personnes auront accès à des mobilités. Et c'est similaire à ce qui s'est passé déjà il y a 300 ans. Moi j'ai appris dans le cadre de mes cours d'histoire les gens qui se révoltaient contre l'arrivée des métiers à tisser, mécaniques, Oui. parce que ça menaçait leurs emplois. C'était le cas dans la ville de Lyon, la révolte des canuts en France. Je suis sûr qu'il y a eu la même chose partout dans le monde. Aujourd'hui, l'économie a nettement dépassé ces problèmes-là et le gâteau à se partager est infiniment plus grand. C'est vraiment un exemple assez classique. Et quels sont, selon vous, les plus grands défis à résoudre pour l'autopartage? Les défis technologiques ou, je ne sais pas, culturels ou... Ouais. Il y a plusieurs défis. Il y a le premier défi immédiat, c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir aborder et disposer des véhicules d'autopartage. Donc ça, ce que je mentionnais, des technologies par lesquelles on peut se prêter des clés de voiture de manière totalement virtuelle, par exemple, améliore largement ce type d'usage. Et ça, c'est, je dirais, relativement facile. Après, il y a des défis qui sont liés à la voiture elle-même. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un véhicule électrique pour l'autopartage, le défi de l'autonomie, le défi des bornes de recharge, qui sont des défis classiques du véhicule électrique auxquels l'ensemble des gouvernements est en train de s'attaquer parce que, dans tous les cas, on veut développer ces véhicules électriques. Après, il y a une troisième grande famille de défis autour de l'intelligence artificielle pour le véhicule d'autopartage autonome. C'est encore une étape. C'est encore une étape. Aujourd'hui, donc Valeo fournit à Audi un des systèmes les plus avancés, qui est un scanner laser, qui est le système le plus avancé permettant à la voiture de comprendre son environnement. Mais la quantité de capteurs et d'intelligence nécessaire pour que la voiture puisse comprendre son environnement et en prendre les décisions qui sont des décisions que vous et moi prenons de manière totalement intuitive est un énorme défi technologique auquel Valeo s'attaque avec de nombreux acteurs. C'est vrai que c'est une technologie autre que la technologie seulement concernant les voitures. En fait, c'est vraiment un domaine à part. Ça dépasse, effectivement, ça dépasse le simple domaine des voitures et ce qu'on connaissait aujourd'hui, qui était surtout lié à la dynamique et au moteur des voitures. On est dans une troisième dimension qui est aujourd'hui autour de l'assistance à la conduite. Comment le véhicule que vous et moi pouvons conduire va pouvoir nous aider dans nos prises de décision, voire à qui on va pouvoir déléguer des décisions dans le futur. Et on voit que l'autopartage est apparu pour la première fois en Suisse et au Japon. Il n'y avait pas beaucoup de succès. Et certains experts disent que parce qu'en Asie, les gens préfèrent avoir sa propre voiture. Mais selon ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai l'impression que l'autopartage n'est pas le contraire d'un achat d'une voiture en fait. Exactement. Nous, notre conviction, c'est que l'autopartage vient s'ajouter comme une nouvelle forme de mobilité possible à la voiture. De même qu'aujourd'hui, on peut avoir sa propre voiture tout en prenant le train, l'avion, des taxis, etc. Bien, il y a une nouvelle forme qui est les nouvelles formes de mobilité. Quant aux expériences qu'il y a eu dans le passé, je dirais il faut être prudent parce que, par définition, elles ont eu dans le passé. Et donc elles ont eu lieu dans un contexte technologique, dans un contexte d'offre, avec on va dire une application, une app qui était ce qu'elle était, etc. Et donc avec la vitesse à laquelle vont les technologies, il est tout à fait possible que l'expérience utilisateur étant complètement différente, des mêmes personnes puissent s'intéresser à des systèmes d'autopartage alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Mais imaginons un peu le futur de la ville. Vous allez au travail, quel genre de transport, le moyen de transport choisirez-vous? Parce qu'aujourd'hui c'est assez restreint. Par exemple, si on va au travail, on va seulement conduire notre propre voiture ou prendre le métro.
Donc, est-ce que dans le futur, imaginez un peu, quelle est votre imagination de la ville de futur, le transport dans les villes de futur? C'est sûr que moi, à titre personnel, j'adorerais pouvoir rentrer dans la voiture, dire à la voiture merci d'aller au travail, Ah oui. et de pouvoir soit se reposer, soit lire les journaux, soit commencer la journée de travail dès qu'on rentre dans la voiture. Le véhicule autonome est une incroyable possibilité de libérer du temps. C'est une des technologies aujourd'hui qu'on peut imaginer arriver dans les 5 à 10 prochaines années et qui va libérer une quantité de temps libre Ça, c'est vrai. incroyable et comme pratiquement jamais auparavant. Après, comment utiliser ce temps libre sera la décision de chacun, mais c'est une incroyable opportunité. Donc, ça sera une opportunité pour les gens puissent avoir plus de temps libre dans un rythme de travail assez soutenu aujourd'hui. Exactement, exactement. Et c'est aussi une incroyable opportunité pour des équipementiers comme Valeo de mettre à la disposition du grand public des technologies, des capteurs, de l'intelligence donc un grand pan d'activités qui s'offrent à nous. Quand on parle de véhicules, l'autopartage et aussi quand on a parlé de bicyclettes à partager, peut-être il y a d'autres choses qu'on peut partager dans le futur et ça fait partie tous de ce qu'on appelle l'économie de partage. Alors, quelle est votre vision sur ce genre d'économie et comment cela va façonner notre vie quotidienne dans le futur? J'ai la même approche sur l'ensemble de l'économie du partage que j'ai pour le cas particulier de la voiture, c'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose d'additionnel qui ne va pas forcément nécessairement remplacer les systèmes de propriété. Pour moi, ce sont des nouveaux usages, des nouvelles façons d'avoir accès à des choses qu'on n'avait pas jusque-là, mais qui, plus que ça ne vient limiter des achats qu'on aurait fait dans tous les cas. Il y a des exemples de partage entre guillemets qui sont très efficaces aujourd'hui. Par exemple, le partage de sa maison avec des plateformes telles que Airbnb. On voit bien que ça n'a pas supprimé le besoin des hôtels. On a la plupart du temps des gens qui font le choix de Airbnb parce qu'ils cherchent cette expérience-là en particulier, l'expérience d'avoir une maison particulière dans une ville qu'ils souhaitent découvrir. Et ces mêmes personnes seront des clients d'hôtels dans le cadre de leur déplacement professionnel, par exemple. Donc, c'est vraiment et donc, pour moi, c'est une addition et l'opportunité pour l'économie de grossir encore plus, et donc de créer de la croissance, et d'avoir ce que j'appelais un gâteau plus grand à partager entre chacun. Et aujourd'hui, dans le cas de votre entreprise ou plutôt les entreprises étrangères, quelles sont les opportunités qu'on pourrait trouver en Chine aujourd'hui dans ce domaine? Alors, l'industrie automobile en Chine se développe très très vite. Le marché automobile chinois, d'abord en termes d'équipement, est toujours en croissance et le sera encore dans les prochaines années. Mais encore plus intéressant pour nous, on est en train d'assister aujourd'hui et de contribuer à une amélioration de la qualité et du contenu technologique des voitures que l'on trouve dans le marché chinois, ce qui pour des équipementiers comme Valeo est une incroyable opportunité. Donc le fait que les voitures en Chine, comme dans le reste du monde, deviennent de plus en plus électriques, c'est-à-dire soit hybrides, soit entièrement électriques, est une grande opportunité. La volonté des clients, de nos clients, c'est-à-dire des conducteurs de voitures, des particuliers, d'améliorer le confort à l'intérieur de l'habitacle, la climatisation sont des opportunités. Et je le disais, tout ce qui est assistance à la conduite et donc le contenu électronique des voitures qui n'a rien à voir avec ce qu'il était encore il y a quelques années. Alors je vous remercie beaucoup Monsieur Marion d'avoir nous donné des éclaircissements très importants sur ce futur développement de l'autopartage. Merci à vous. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.